Samedi 5 mars 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et c'est l'heure de vous informer. La phase 5 du dialogue politique est terminée. La rencontre a été marquée par la signature d'un rapport final par les différents participants. 2 mois de travaux et d'échanges qualifiés de véritable succès par le chef du gouvernement. Des précisions d'Alexis Ouedraogo. Signature à l'unanimité ce vendredi du rapport de la phase 5 du dialogue politique. Durant 2 mois, partis et groupements de partis politiques et organisations de la société civile, autour de la table de discussion, se sont parlé pour aplanir les différends, consolider la paix. Je pars avec beaucoup de satisfaction à la fin de ce dialogue politique qui s'est caractérisé par la qualité de l'ambiance et de l'esprit, esprit d'ouverture, volonté de consolider la démocratie et la cohésion sociale, volonté pour les hommes politiques de se comprendre et d'échanger dans la courtoisie, dans la fraternité. Il est vrai que c'est un dialogue dans les négociations, on ne peut peut-être pas tout avoir. L'essentiel, c'est de s'entendre sur certains éléments, certains points essentiels qui peuvent nous permettre d'avancer. 21 partis et groupements de partis politiques et 26 organisations de la société civile ont pris part aux différentes sessions des travaux en comité et énoncé des recommandations dont le suivi se fera lors d'échanges prochains. Je pense que nous nous séparons avec l'engagement de nous retrouver, d'abord dans le cadre du comité de suivi, mais aussi à l'occasion des rencontres de haut niveau. Et je crois que tout cela va contribuer certainement à un retour solide et durable de la paix en Côte d'Ivoire. Des décisions ont été prises en termes de recommandations et elles sont fortement représentatives des aspirations de l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà des Ivoiriens que nous représentons dans ces chapelles politiques-là. Le plus important pour nous, c'est d'avoir signé et d'avoir monté à tout le peuple ivoirien et que ses fils et ses filles peuvent s'entendre et ils se sont entendus pour donner un nouveau visage à la Côte d'Ivoire. Conduit par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cette phase 5 du dialogue politique donne tout pour la Côte d'Ivoire. Nous venons de faire la démonstration que les Ivoiriens peuvent ensemble construire, renforcer la paix, renforcer la cohésion sociale et qu'au regard de tout ce qui se passe dans la sous-région, d'un contexte mondial en ce moment perturbé, il est plus que jamais important que ensemble nous soyons unis parce que ce qui nous unit est plus important que ce qui nous divise. Et nous sortons de ce dialogue politique avec les valeurs qui rassemblent. Un véritable succès pour le chef du gouvernement, le temps d'une ère nouvelle pour le pays. Pour la première fois, 100% des acteurs ont signé dès le premier jour. Je crois que cela augure pour notre pays d'un avenir dans lequel la démocratie est encore plus renforcée, mais surtout où la stabilité et la paix durable sont maintenant un fait incontestable. Il faut en féliciter bien sûr les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, mais comme je l'ai dit, tous les Ivoiriens. Maintenant se dresse devant nous une ligne droite, pleine d'opportunités, de lumière. Nous devons consacrer l'essentiel de nos efforts au développement de notre pays et à la préparation pour nos générations futures d'un monde meilleur. C'est le 16 décembre dernier que, sur instruction du chef de l'État, le Premier ministre Patrick Kachi ouvrait cette phase 5 du dialogue politique. Ce vendredi, à l'auditorium de la primature, l'hymne national a retenti. Entonné sans protocole à l'unisson pour célébrer la Côte d'Ivoire. La patrie de la vraie fraternité. Comme vous venez de le voir à la primature, les partis et groupements politiques ont affiché leur satisfaction. Toujours au micro d'Alexis Ouedraogo, je vous propose d'écouter cette fois-ci les acteurs de la société civile. C'est la première fois que
Ce dialogue se fait et pour la signature, aucun problème majeur n'est intervenu. On est heureux de voir tous les acteurs politiques prendre la même direction et nous pensons et nous souhaitons que, au-delà de ce qui est écrit, que cet engagement soit une réalité. Nous tirons satisfaction de ces travaux du dialogue politique qui a relevé plusieurs points, notamment les mesures d'apaisement, la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections. Et un des éléments fondamentaux qui est ressorti au cours des échanges, c'est le retour des exilés et leur réintégration dans le tissu socio-professionnel. Et également pour les organisations de la société civile, nous sommes engagés à accompagner le gouvernement dans le cadre de la réconciliation nationale pour toutes les actions qui seront menées auprès des populations. L'un des acquis de ce 5e dialogue politique, c'est le fait que le président de la République ait institué d'abord ce cadre d'échange qu'il va falloir institutionnaliser en toute lucidité, en toute objectivité, surtout en toute responsabilité. Nous avons visité, revisité toutes les questions qui peuvent nous permettre de nous rassembler et de faire de la Côte d'Ivoire ce havre de paix, ce pays de fraternité. Et sur un tout autre plan, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarra était vendredi soir l'invité de la rédaction de RTI1. Sur le plateau du journal de 20h, il a annoncé quelques mesures fortes du gouvernement pour contrôler la hausse des prix sur les différents marchés. Nous l'écoutons. Communiqué du gouvernement. L'actualité nationale est marquée par la problématique de la hausse des prix de certains produits, notamment des denrées alimentaires de grande consommation. L'analyse des facteurs explicatifs de la hausse constatée sur ces denrées, variable en amplitude d'un produit à un autre, et entre Abidjan et l'intérieur du pays a permis de constater qu'elle résulte d'une combinaison de facteurs exogènes et endogènes. S'agissant des facteurs externes, les coûts du transport maritime ont fortement augmenté, en particulier du fait des conteneurs, dont les coûts ont été multipliés de 3 à 7 dans certains cas, et celui des assurances. En outre, on enregistre une réduction de l'offre de différents produits. Par ailleurs, les prix du pétrole brut ont doublé en 6 mois pour franchir la barre des $100 à fin février, début mars 2022. Au plan interne, la faible pluviométrie ainsi que le retard des pluies ont entraîné une perturbation du calendrier agricole, impliquant une insuffisance de l'offre des produits vivriers locaux. Enfin, les défis liés à la sécurité dans le Sahel ont engendré des distorsions sur l'offre des protéines animales et de certains légumes. Dans ce contexte, le gouvernement, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des populations, a contenu les prix des produits pétroliers malgré la forte hausse des coûts internationaux des bruts, avec notamment le gel des prix du gasoil depuis le mois de mai 2021. Il a également conduit des discussions avec les filières concernées. En dépit de ces dispositions, le gouvernement a toutefois constaté au cours de ces dernières semaines certaines augmentations des prix de produits de grande consommation dont l'ampleur ne peut se justifier par des facteurs objectifs découlant de l'impact des évolutions internationales ou nationales. À cet égard, et dans le but de préserver le pouvoir d'achat des populations, le gouvernement décide des mesures suivantes. Première mesure, subvention partielle des prix des produits pétroliers, notamment le gasoil, pour éviter l'impact sur le coût de la vie pour un montant d'environ 55 milliards de francs CFA de janvier à mars 2022. 2. Plafonnement sur une période de 3 mois des prix de l'huile de palme raffinée, du sucre, du lait,
du riz, de la tomate concentrée, de la viande de bœuf et des pâtes alimentaires. 3. Élargissement de la liste des produits de grande consommation et services dont les prix sont réglementés. 4. Instauration du principe de l'information préalable et de concertation avant toute augmentation de prix des denrées de grande consommation pour une période de 6 mois. 5. Soumission à autorisation des exportations de produits vivriers de grande consommation, notamment la banane plantain, le manioc et dérivés, c'est-à-dire la tchéké, le placali, etc., puis l'igname, le riz local, afin de garantir la desserte des marchés intérieurs. 6. Allocation d'un appui financier aux acteurs du vivrier, afin de faciliter l'approvisionnement des marchés. 7. Démantèlement immédiat des barrages routiers illégaux et information des acteurs économiques et des populations sur les barrages réguliers. 8. Intensification de la communication en vue d'informer les consommateurs sur les prix pratiqués, la disponibilité des produits de grande consommation et l'évolution des coûts des produits et intrants sur le marché international. 9. Renforcement de la surveillance du respect de l'affichage et des prix des produits réglementés. Le gouvernement maintiendra la veille et poursuivra la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la mise en œuvre de ces mesures. Il prendra les dispositions nécessaires pour renforcer l'offre nationale de produits vivriers et de protéines animales et halieutiques afin de préserver le pouvoir d'achat des populations. Autre chose à présent, on se rend à Paris et aussi à 2022 où la délégation ivoirienne du ministère des Ressources animales et halieutiques était en immersion au sein de quelques fermes françaises. Elle a pu voir des exploitations de type familial, de taille intermédiaire ou encore semi-industrielle. Des résultats probants aussi bien pour les éleveurs, les producteurs et les consommateurs. Un modèle de réussite que le gouvernement va tenter de dupliquer en Côte d'Ivoire. Le reportage de notre envoyé spécial à Paris, Jean-Luc Bangbo. Beauvais, département de l'Oise. Nous sommes à 100 km de Paris, bien loin des couloirs du Salon de l'Agriculture. C'est dans cette ferme de la célèbre race bovine, Montbéliade, que le ministre Sidi Touré et ses collaborateurs débutent leur immersion dans le modèle de l'élevage français. Une exploitation familiale alliant élevage, production et transformation de produits issus de cette race bien présente en Côte d'Ivoire. La race peut être adaptée à la Côte d'Ivoire à partir du moment où en fait elle est nourrie correctement avec de l'herbe en fait. Il faut cultiver de l'herbe, des fourrages, donc essayer des raigrats, des luzernes, du foin de manière générale. Je pense que à partir du moment où la Montbéliarde sera nourrie suffisamment, elle pourra s'adapter à tous les systèmes. Une visite bien studieuse qui s'est poursuivie le lendemain dans une autre région française, la Bourgogne. À Sémur en Auxois, la délégation a tour à tour visité des élevages de chèvres, de brebis laitières et de bovins de la race charolaise. Un partage d'expérience avec ces éleveurs qui pourraient être de potentiels investisseurs dans le secteur en Côte d'Ivoire. Il y a un potentiel pour développer l'élevage de ruminants, notamment les bovins de race à viande, et j'espère bien qu'on va déboucher sur un partenariat. On a un savoir-faire, on a une expérience, et vous avez un potentiel formidable avec un bon climat, et je pense qu'on peut améliorer vos races locales pour produire plus de viande. Une visite pleine d'enseignements pour le ministre. Il entend s'appuyer sur ces différents savoir-faire pour booster le secteur de l'élevage en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, il y a aussi des accompagnements réglementaires et institutionnels. Autant de solutions ou de réponses que nous allons proposer au gouvernement pour voir comment nous pouvons essayer de mobiliser la production nationale pour atteindre une relative autosuffisance en production animale en Côte d'Ivoire.
Au-delà de la présence physique de la Côte d'Ivoire sur le salon de l'agriculture à travers les stands, cette visite de terrain était destinée à répertorier les meilleurs modèles économiques qui pourraient convenir le mieux à la Côte d'Ivoire pour son élevage. Dans l'actualité internationale, une reprise des hostilités après une relative accalmie depuis fin 2020 est à craindre en Libye, désignée dans le cadre d'un processus de paix parrainé par l'ONU. L'ancien Premier ministre Abdelhamid Dbeiba refuse de quitter le pouvoir. Pour le Parlement élu en 2014, le retard accusé dans l'organisation des élections a mis fin au mandat d'Abdelhamid Dbeiba qui courait jusqu'en 24 décembre 2021, date fixée pour la tenue de l'élection présidentielle. Et depuis le 1er mars, le nouveau Premier ministre a été désigné. Il s'agit de Fathi Bachaga, un vote à main levée orchestré par le président du Parlement que le nouveau Premier ministre a remporté par 92 voix sur 101 membres du Parlement présents ce jour-là. Et puis, les combats se poursuivent en Ukraine au 9e jour de l'invasion russe. La ville de Mariupol se trouve dans une situation humanitaire terrible, selon les mots de son maire vendredi 4 mars. Par ailleurs, le sort de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia a retenu l'attention du monde entier après un incendie survenu dans un bâtiment annexe provoqué, selon Kiev, par des tirs russes. Le Kremlin, de son côté, monte d'un ton la répression contre les médias critiques de son action. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de rester sur RTI 1. Hamza Diaby sera chez vous à 10h et à 13h. Quant à moi, je vous dis à demain, 6h30.